Merci appartenait à cette ethnie. Je ne pense pas que je serai régional de cette région du littoral. Je ne pense pas, et d'ailleurs certains ont dit peut-être que je suis là parce qu'on cherchait à faire une certaine coloration. Ça m'a beaucoup amusé, parce que ceux qui me connaissent savent que je suis un dur à cuire et que c'est pas avec moi qu'on ferait de la coloration éventuellement. Si je suis là, c'est parce que j'estime que je peux apporter ma contribution à l'édification de ce combat et puis à la lutte que nous menons pour pouvoir changer les choses dans ce pays. Et je pense que ceux qui le disent parce que en fait ils sont de l'extérieur, ils voient le parti de l'extérieur et ils font au mouvement pour la renaissance du Cameroun, et c'est généralement les tenants de ce régime et les militants du RDP. C'est ce que nous appelons un procès en sorcellerie. Parce que quand vous regardez la composition du bureau national du MRC, du directoire national, vous regardez la composition d'un certain nombre, si vous regardez la composition de mon bureau ici, vous vous rendez compte que ce qu'ils font, c'est véritablement un procès d'intention et que c'est un argument qu'ils ont trouvé pour vouloir fragiliser le mouvement pour la renaissance du Cameroun. Ils auraient aimé cantonner effectivement le MRC à une région, comme ils l'ont fait pour certains partis de l'opposition. C'était le dessein du pouvoir de cantonner le MRC, mais nous sommes une force positive pour la conscientisation des masses. Nous sommes une force politique qui impacte de manière significative les populations camerounaises, et le mouvement pour la renaissance du Cameroun appartient aujourd'hui en tant que patrimoine à l'ensemble du peuple camerounais. Il ne saurait donc en aucun cas être un mouvement communautaire, tribal et autre chose, et tout ce qu'on essaye de lui coller. La réalité n'a rien à voir avec cette fiction qu'ils essayent de se faire. Le MRC reste un parti national. Quand vous allez à l'extrême nord et que vous regardez l'engagement de mon ami et frère le docteur Boucher, de Mamadou Mota, du vice-président de Thierry Anoa, de Emmanuel Beignan, de toutes ces icônes qui tous les jours se battent pour que les choses bougent dans ce pays, vous comprenez que en réalité nos adversaires n'ont pas d'arguments, ils essaient juste de salir l'esprit de la Renaissance. Alors parlons de la prorogation, n'est-ce pas, des députés et des conseillers municipaux. Qu'est-ce que le régional a dit, n'est-ce pas, concernant, n'est-ce pas, cet acte-là? La prorogation du mandat des députés est une esbouffe, c'est une espèce de comment je peux utiliser la bonne expression, de conspiration politique contre le peuple camerounais en fait. Parce que tout élu tire sa légitimité du peuple. C'est-à-dire que le peuple qui confère la légitimité à un élu. On ne peut pas imaginer que par la force de l'instrumentalisation de la loi, on peut conférer la légitimité aux élus. Ce mandat, cette prorogation n'a ni tête ni queue en termes d'exposé de motifs. C'est-à-dire, lorsque vous regardez les arguments qui ont été utilisés, vous avez envie de rire et de vous demander en réalité si ces gens sont sérieux. Mais comme nous savons qu'ils ne le sont pas et qu'ils vont pousser le cynisme jusqu'au bout, en même temps, ça ne nous surprend pas tant que ça. Parce que le fameux article 15 alinéa 4 de la Constitution parle de crise grave ou de circonstances particulières. Aujourd'hui, lorsque on évoque, par exemple, le fait qu'on envisage un désengorgement du calendrier électoral, lequel calendrier était déjà engorgé? Vous avez principalement deux grosses élections en 2025 qui étaient prévues. Parce que le double scrutin législatif et municipal, on estime que c'est un seul scrutin, même si en réalité il y a deux élections, mais l'organisation c'est le même personnel, c'est les mêmes ressources financières, c'est les mêmes ressources humaines. Non, on ne peut pas distinguer le scrutin couplé en disant que c'est deux élections distinctes, bien que in fine, ça aboutit au choix de deux types d'élus, c'est-à-dire les conseillers municipaux et les députés. Et quand on regarde après, c'est l'élection présidentielle d'octobre 2025. Parce que l'élection des conseillers régionaux est un scrutin indirect et le collège électoral est bien réduit et il ne concerne pas, il ne nécessite pas non plus le déploiement de moyens aussi importants que les deux autres scrutins. Nous avons regardé sur le plan des chiffres et on a constaté que
L'élection présidentielle en 2018 a coûté à peu près 50 milliards. Le double scrutin couplé législatif et municipal en 2020 a coûté à peu près 80 milliards. Et personne ne peut penser que l'État du Cameroun, qui sait depuis 2020 ou 2018 que ces élections auront lieu en 2025, peut manquer 130 milliards pour financer ces élections. Et en regardant bien le gap qu'il y a entre février 2025 et octobre 2025, qui est de 8 mois, et finalement le gap entre octobre et mars, qui est à peu près de 4 mois et demi, on se pose la question sur cette prorogation. Donc c'est une prorogation à tête chercheuse, c'est une manipulation de plus, une instrumentalisation du calendrier à des fins politiciennes et avec toute la mauvaise foi qui caractérise nos dirigeants dans leur quête de se maintenir au pouvoir par tous les moyens. Mais nous n'allons pas non plus nous laisser nous abattre par cela, parce que nous croyons que seul le peuple, le garant de la souveraineté de notre pays, pourra faire pencher les choses en 2025 et que le choix du peuple sera un choix sans embâche pour ce qui est de l'élection présidentielle de 2025. Donc la fin de ce régime est proche. Nous allons continuer à appeler les Camerounais à s'inscrire massivement sur les listes électorales et à pouvoir le moment venu accomplir leur devoir citoyen en allant aux urnes pour arrêter ce régime. Donc c'est une prorogation unique, c'est une prorogation totalement injustifiée et qui a juste pour objectif de vouloir tordre le cou aux adversaires politiques, notamment au mouvement pour la renaissance du Cameroun, que ces gens craignent énormément. Alors, Réginald, vous avez eu l'opportunité, n'est-ce pas, de vivre, par exemple, en France, aux États-Unis, mais vous avez décidé de retourner au Cameroun pour pouvoir apporter, n'est-ce pas, votre contribution pour le changement du Cameroun. Mais la question est, pourquoi est-ce que vous avez décidé de venir, au lieu de rester pour chercher ce que les anglophones appellent green pasture? Mais vous avez décidé de retourner. Qu'est-ce qui a motivé, n'est-ce pas, votre retour? Je crois profondément en ce pays. Je suis Camerounais, je suis patriote, je suis attaché de manière viscérale à mon pays. Moi, je ne pense pas qu'il y a une Eldorado ailleurs. Je pense que si ce pays était bien gouverné, si on avait à cœur de voir les populations camerounaises s'émanciper, se sentir bien dans leur pays, les jeunes, par exemple, n'éprouveraient pas le désir de prendre des risques totalement désespérés pour joindre l'autre bout de la Méditerranée. Le Cameroun est un pays extrêmement riche. Le Cameroun est riche de sa culture, riche de sa diversité, riche de ses ressources, riche de ses ressources naturelles, riche de ses ressources humaines. Parce que nous avons des ressources humaines de qualité. La question qui se pose, c'est de savoir comment un pays qui concentre autant de richesses, autant de potentialités, peut se retrouver à l'état dans lequel nous sommes aujourd'hui. Tout simplement à cause de la malgouvernance, tout simplement à cause de ces dirigeants qui n'aiment pas ce pays, qui ne pensent qu'à leurs intérêts, qui n'ont pas pensé à léguer à la postérité un pays dans lequel les jeunes notamment, parce que je suis très soucieux de tout ce qui concerne les jeunes, de léguer à cette postérité, à cette jeunesse, un pays qui peut leur permettre de s'exprimer, d'exprimer leurs talents et de se sentir à l'aise dans leur propre landerneau. Donc, je n'ai jamais imaginé que je puisse m'épanouir aussi bien ailleurs que dans mon pays. Dans ma famille, l'essentiel de membres de ma famille, mes frères et sœurs, sont tous restés aux États-Unis, en France et ailleurs, donc ont accepté de s'expatrier et de rester dans la diaspora. Il n'a jamais été question, peut-être parce que aussi en moi depuis très longtemps et depuis tout petit, et tout le monde le sait, j'ai cette fibre politique en moi et j'ai toujours pensé que je devais faire quelque chose pour que je fasse avancer les choses dans notre pays à mon niveau. Donc je ne pouvais pas avoir ce type d'engagement ailleurs, étant viscéralement attaché à la vision prospective de développement de mon pays. Il me revenait de venir jouer ma partition, de faire ce que je peux faire pour que les choses ne soient plus jamais comme ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui dans notre pays. Alors, qu'est-ce qu'on dit à ces jeunes qui pensent qu'à partir, ceux-là qui meurent au désert parce qu'ils cherchent un Eldorado? Moi, je pense que les jeunes devraient comprendre que cet Eldorado, premièrement, n'existe pas. C'est une utopie. Je peux comprendre leurs difficultés, leurs angoisses face à leur paupérisation permanente, face à une forme de négligence dont ils sont
l'objet est victime de la part des pouvoirs publics qui ne se sont jamais soucieux du développement véritable de ces jeunes dans leur pays. Mais il n'y a pas de solution miracle. L'Europe n'est pas un Eldorado pour eux, les États-Unis, surtout lorsqu'il faut prendre tous ces risques qu'ils prennent à travers le désert et la Méditerranée pour pouvoir rejoindre le vieux continent. Donc, je pense que ces jeunes devraient plutôt rentrer dans cette forme de conscientisation qui leur permettra demain de prendre leur propre destin en main. Nous avons vu au Sénégal aujourd'hui, à travers Diomaye Faye et Ousmane Sonko, que les jeunes peuvent prendre leur destin et leur destinée en main. On a vu tous ces jeunes Sénégalais qui sont descendus dans la rue et qui ont dit que non, ils ne veulent pas de l'instrumentalisation du cadre institutionnel sénégalais par le président Macky Sall, qui ont dit qu'ils ne veulent Good.